Chers amis, mille merci de m'avoir rejoint. Nous allons donc voir comment examiner un décollement de rétine. Et quel est le but de cet examen? Il est de chercher, juste avant l'opération, tous les repères qui vont permettre d'adapter la meilleure stratégie. Et quelle va être la meilleure stratégie? Eh bien, comme chaque fois qu'il est question de chirurgie fonctionnelle, c'est d'exercer le traumatisme minimum et suffisant pour permettre la guérison anatomique avec le moins de complications possible et la plus grande récupération fonctionnelle. Tout le challenge est là. Bien sûr, devant un décollement total avec une petite déchirure à midi, on peut faire une vitrectomie et une indentation sur 360 degrés. On aura certainement peu de risques de voir une récidive sur cet œil. Mais on additionnera les complications de la vitrectomie avec les risques d'édème maculaire liés à la compression vortiqueuse du cerclage. Avec une petite indentation allant de 11h30 jusqu'à 12h30, on n'aura pas d'incarcération vitréenne ni d'édème maculaire et la récupération sera de 100% de ce qu'elle était avant le décollement de rétine. Par contre, pour pouvoir décider de ne faire que cela, il faut être sûr que son examen n'a rien laissé passer et que tout a été identifié. C'est pourquoi cet examen est si capital et comportera deux buts. D'abord, de repérer toutes les déhiscences rétiniennes, des grosses jusqu'aux plus petites de 30 ou 50 microns, en notant leur situation horaire avec si possible des points de repère et leur situation par rapport à la base du vitri. Mais aussi de repérer tous ces signes qui permettent de comprendre la pathogénie et le niveau d'évolution du décollement. Est-ce que la hyaloïde est décollée? Y a-t-il des signes de décollement rétinogène? Quel est le niveau de troubles pigmentaires? Y a-t-il un pli rétinien circonférentiel? Et comment sont les tractions vitréennes? Sont-elles actives ou relâchées? Et les lignes de raccordement entre la rétine décollée et la rétine décollée, elles sont asymptotiques ou au contraire avec un angle obtus? Y a-t-il des plis fixes? Et quel est en gros le volume de liquide sous-rétinien que je vais pouvoir ponctionner? Où vais-je faire la ponction? Bref, tous ces signes qui vont nous faire opter tantôt pour cryogaz, tantôt pour une indentation et tantôt pour une vitrectomie avec ou sans indentation. Tout cela, vous devez le connaître avant de commencer votre programme opératoire, car cela va vous permettre de savoir à 10% près combien de temps vous aurez besoin pour cette opération. Rien n'est plus fatigant que de changer de stratégie en cours d'intervention si on n'avait pas prévu, par exemple, qu'il n'y avait pas assez de place pour injecter une bulle de gaz. Vous risquez d'être obligé de faire une vitrectomie qui n'était pas programmée, ce qui va entraîner une installation supplémentaire, une perte de temps que vous vous efforcerez à récupérer et surtout une impression de désordre qui sera très énergivore. Il faut donc bien prévoir à l'avance tout ce qui pourra se passer. Alors, je sais qu'il est certains services où l'opérateur n'examine pas le malade avant de l'opérer. Il est vu par l'interne de garde qui pose de toute façon une indication de vitrectomie systématique et le chirurgien découvre tout au début de sa vitrectomie ce qu'il aurait dû découvrir avant. Je pense que c'est une faute. Certes, cet examen prend du temps pour être bien conduit. Mais les renseignements qu'il apporte, même si une vitrectomie est décidée, sont si utiles dans l'établissement de sa stratégie personnelle. Même si c'est seulement où est-ce que je vais mettre les trocars, parce que l'interne n'a pas vu qu'il y avait un décollement choroïdien assez saillant. Il faut le faire. Pour moi, un opérateur qui n'examine pas son malade avant l'intervention, c'est une perte de chance pour le malade et d'ailleurs, le hardiste dit, est la preuve de la nécessité
de cet examen. Bon, vous avez posé à votre malade toutes les questions d'usage sur les signes fonctionnels et leur ancienneté. La pression intraoculaire a été prise ainsi que l'acuité visuelle et votre malade est dilaté et est assis sur le siège d'examen juste en face de vous. La première chose que vous noterez est la qualité de la dilatation pupillaire. Une bonne dilatation est de très bons pronostics. Vous en profiterez pour vous défocaliser un peu dans le vitré, car lorsque le décollement du vitré est total, on peut voir la hyaloïde postérieure et le vitré se déplacer lors des mouvements de l'œil. J'avais alors comme habitude de systématiquement examiner le pôle postérieur avec une simple lentille de Volk sans contact pour examiner la macula. Pas tellement pour voir s'il était décollé, car ça n'a jamais vraiment influencé ma stratégie, mais surtout pour voir si un syndrome de rétraction pourrait m'orienter déjà vers une vitrectomie. En plus, j'avais peur qu'en fin d'examen, tout absorbé par l'examen de la périphérie, j'en oublie de regarder la macula. Je profitais de cette lentille pour faire un petit tour rétro-équatorial et établir de façon grossière les limites du décollement que je notais sur mon dessin. Puis je posais mon verre de contact pour examiner la périphérie. Et là, on arrive à une première discussion, je devrais même dire un premier affrontement, entre les défenseurs de l'examen à la lampe à fente du biomicroscope, principalement français ou japonais, et les défenseurs de l'ophtalmoscopie indirecte. Vous savez que je ne suis pas homme à être politiquement correct. Je vais donc vous dire vraiment ce que je pense. C'est vrai que Charles Kepens a été un chirurgien génial en faisant passer les médecins de l'ophtalmoscopie directe à l'ophtalmoscopie indirecte et en leur faisant découvrir un monde plus vaste. Je peux en témoigner car j'ai connu l'époque où l'on examinait et opérait un décollement en ophtalmoscopie directe. Je ne vous parle pas de la qualité de l'analyse sémiologique qu'on pouvait alors avoir. Mais Charles Kepens a, ce faisant, instauré également dans tous les pays anglo-saxons ou tous les pays qui cherchent à les imiter, un certain archaïsme en éloignant les opérateurs du biomicroscope. Car le biomicroscope a deux avantages fondamentaux. Premièrement, grâce à la coupe optique de sa lampe à fente, il permet d'analyser le vitré, d'apprécier les relations entre la rétine et le vitré, de juger de l'activité d'une bride vitréenne et donc de poser une indication adaptée à l'état précis d'évolution de la maladie vitréo-rétinienne, car il s'agit d'une maladie vitréo-rétinienne et pas seulement rétinienne. Quel chirurgien du segment antérieur pourrait se passer de cette coupe optique? Mais de plus, le biomicroscope, grâce à son grossissement, va aussi permettre de déceler des trous de 50 microns invisibles à l'ophtalmoscopie indirecte ou à la lentille grand champ. Par ailleurs, l'ophtalmoscope indirect, du fait qu'il oblige à un examen non contact, ne permet pas de dérouler le suivi de la périphérie rétinienne millimètre par millimètre. Il oblige à faire des sauts qui rendent possible l'oubli d'une déchirure. Le biomicroscope, lui, par contre, va autoriser l'opérateur à ne traiter par intentation que ce qu'il a décelé, car il sait qu'il n'y a pas d'autre déhiscence. Il n'est donc pas obligé de faire un cerclage de sécurité pour se protéger d'un oubli. Tout cela va dans le sens d'une chirurgie plus limitée et donc plus mini-invasive. C'est pourquoi je limiterai les avantages de l'ophtalmoscope indirect à l'examen d'un petit enfant ou d'une personne handicapée qui ne pourront pas être examinés au biomicroscope. Quelle lentille choisir? Verre à 3 miroirs, panthonoscope, lentille croix-bas sphérique, lentille sans contact. En fait,
chaque lentille a ses qualités et ses indications. Et commençons par un sujet fac, avec une belle dilatation pupillaire. En fait, c'est le malade que nous avons vu tout à l'heure. Pour l'examen préopératoire, je vais utiliser le verre à 3 miroirs. Je l'aurai également choisi pour un AFAC avec une bonne dilatation. Je vais commencer par une zone de raccordement entre rétine décollée et rétine à plat, en m'attachant à reconnaître si la rétine décollée aborde la pars plana par un angle aigu, parfois asymptotique, ou au contraire par un angle droit, voire obtus. Puis je déroule la rétine décollée et je vais m'attarder sur ces petits reliefs mis en évidence par l'axe oblique de la fente lumineuse. En cas de doute, je passe au grossissement 45 et j'inscris sur mon dessin tous les renseignements, soit les déchirures ouvertes, soit les zones à contrôler à la cryo. Vous voyez qu'ici, toutes les déchirures sont sur la base du vitré qui apparaît comme une petite ligne blanche. On examine millimètre après millimètre de façon continue, sans faire de saut. On ne peut donc rien laisser passer car tout est vérifié et répertorié à fort grossissement. J'ai compté 5 déchirures et 2 zones suspectes à contrôler en péropératoire. Voyons maintenant ce qui se passe avec un panfondoscope qui était commercialisé autrefois par Rodenstock et qu'il est plus difficile de trouver aujourd'hui. C'est une lentille assez volumineuse et lourde et qui donne certes chez le FAC une moins bonne visibilité de la périphérie rétinienne qu'avec le verre de Goldmann, mais qui permet un examen correct dans les cas où le plan iridocristallinien réduit l'accès au verre à 3 miroirs. Il est donc recommandé en cas de myosis ou chez le pseudophaque ayant eu une capsulotomie YAG à cause d'une opacification de la capsule postérieure. Voyons ce que cela donne chez le même malade FAC. Tout de suite, on voit qu'on a cette belle appréciation d'ensemble fournie par les lentilles grand champ. On voit tout de suite que la zone de raccordement remonte jusqu'à 9-10 heures et on arrive à voir la base du vitré. Mais les déchirures sont identifiées avec moins de sécurité car elles sont situées à la limite du champ d'exploration de la lentille. J'aurais du mal à identifier aussi exactement les 5 déchirures vues tout à l'heure. Par contre, on bénéficie toujours du déroulé progressif millimètre par millimètre. Passons maintenant à la lentille quadrasphérique. Toujours sur le même malade. Et là, vous voyez, c'est une merveille pour voir le vitré. Pour voir, comme ici, la hyaloïde postérieure intacte et décollée. La qualité de l'image sur la rétine centrale est magnifique. Mais par contre, dès qu'on aborde la périphérie, une zone d'ombre nous empêche de voir les détails vus au panfondoscope et a fortiori au verre à 3 miroirs. Cette lentille, à mon sens, a un intérêt pour faire de belles vidéos et surtout pour examiner le vitré. Et finissons maintenant avec une lentille sans contact de Volk. La vision du pôle postérieur et du vitré est pas mauvaise, pas aussi bonne qu'avec la quadrasphérique, mais pas mauvaise du tout. On peut,
en demandant au malade de regarder dans la direction désirée, avoir accès à la périphérie, un peu comme avec le pemphonoscope, voire même un peu plus périphérique encore. Par contre, cette absence de contact fixant le globe et le fait que le malade va bouger empêche cette impression de déroulé millimétrique qui donne la certitude d'avoir tout vu. Je réserverai donc cette lentille au cas où l'on ne veut pas ou ne peut pas avoir de contact sur l'œil du malade, c'est-à-dire essentiellement pour le post-op immédiat. On peut par contre utiliser cette lentille sans contact avec l'œil pour juger, en cas de doute, des attaches du vitré sur la rétine, par des manœuvres dynamiques en demandant au malade de bouger l'œil. Donc, pour nous résumer, chaque fois que vous aurez un large accès au pôle postérieur, phaque ou aphaque avec une bonne dilatation, ou pseudophaque sans opacité de la capsule postérieure, utilisez la quadrasphérique pour voir le vitré, mais choisissez le verre à 3 miroirs pour rechercher tous les détails rétiniens. Et lorsque l'accès au pôle postérieur sera limité, alors vous utiliserez une lentille style pemphonoscope. C'est normal de donner, lorsqu'on le peut, la préférence au verre de Goldmann. C'est celui qui vous donnera le plus fort grossissement et le moins de distorsion optique. Alors, je sais que ça perturbe certains utilisateurs de l'ophtalmoscopie indirecte qui me posaient des questions du style Didier, est-ce que tu vois à gauche? Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Et immanquablement, je leur répondais, est-ce que vous posez cette question quand vous rasez le matin devant votre miroir? Est-ce que vous préféreriez vous raser avec une lentille grand champ comme un miroir de sorcière? Non, bien sûr. Vous préférez avoir la meilleure image sans vous demander si les cheveux que vous voyez dans le miroir sont en haut ou en bas. Mais revenons à l'examen. Vous allez donc faire tout le tour de la rétine décollée et non décollée aussi, car on peut trouver une déchirure à plat qu'il faudra traiter. Vous allez noter tous les petits détails séméologiques que l'on a vus dans le chapitre 2. Signes évoquant un décollement rétinogène, tyndale vitréen, pli rétinien circonférentiel, intensité des tractions vitréennes, signe de PVR, dégénérescence palissadique, zone d'atrophie ou de photocoagulation pouvant gêner la progression du décollement, tous ces détails pouvant influencer la stratégie. Puis, vous allez considérer votre dessin avant de décider ce que vous allez faire pour voir si tout est cohérent selon les lois de Linkoff. C'est une étape importante qui peut vous permettre de découvrir la déchirure manquante, c'est-à-dire la déchirure que vous n'avez pas décelée. Voyons ça d'un peu plus près et considérons l'hypothèse qu'aucune adhérence coriorétinienne ne vienne gêner l'extension du décollement. J'ai une ou deux petites modifications à faire aux recommandations de Linkoff. Voyons d'abord pour un décollement supérieur sur un œil droit. Si la déchirure est pile poil à midi, puisque la papille est décalée légèrement en nasal, le décollement doit descendre légèrement plus en temporal qu'en nasal. Pour que les deux extensions soient symétriques, il faut que la déchirure soit à midi 30. Par contre, si elle est à 13h ou à 13h30, le décollement sera asymétrique en nasal. En temporal, un décollement de ce style sera provoqué par une déchirure à 11h ou 11h30. Voyons maintenant les décollements latéraux ou inférieurs, toujours sur un œil droit. Si le décollement a une ligne de raccordement asymptotique à la pars plana, cela signifie que la déchirure à l'origine du décollement se situe dans l'heure ou les 1h30 sous le point de raccordement le plus supérieur et que le liquide qui passe par cette déchirure décolle la rétine sous l'effet de la gravité. Qu'est-ce que cela implique en pratique? Eh bien que si vous n'avez décelé qu'une déchirure à cette heure, cela ne collera pas.
Cette déchirure a pu être créée secondairement lors de la constitution du décollement postérieur du vitré, mais ce n'est pas la déchirure initiale. Et il faudra retourner sur la zone de 10 heures pour chercher la déchirure manquante. Si par contre, les lignes de raccordement sont à angle droit avec la pars plana, voire même qu'elles reviennent en arrière, cela veut dire que le liquide passe par la déchirure et pousse la rétine dans toutes les directions. La déchirure responsable est donc dans la partie centrale du décollement et ne peut pas être proche des zones de raccordement. Bon, vous avez noté tous les détails cliniques et votre dessin est cohérent par rapport à tout ce que l'on a vu. Vous pouvez donc raconter l'histoire de ce décollement. Il s'agit d'un décollement du FAC, de stade A. J'ai vu 2 petites déchirures, je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. La première, sur le bord postérieur de cette palissade, à 1 heure, est à l'origine du décollement. Elle a une traction vitréenne très tendue qu'il faudra relâcher. La deuxième, à 4h30, est survenue dans un deuxième temps et l'aspect très relâché de la traction montre qu'il ne sera peut-être pas obligatoire de l'indenter, d'autant qu'il n'y a pas de pli rétinien circonférentiel et que la hyaloïde postérieure me semble décoller sur tout le tour. J'ai une quantité de liquide sous-rétinien d'environ 1 cc et demi. Je n'aurai donc aucune difficulté à faire une indentation de près d'un cadran pour porter la première déchirure à 1 heure et la palissade, ce qui me prendra 0,3 cc de place, de ponctionner à 3 heures et d'injecter 1 cc de gaz en positionnant le malade sur la joue droite pour tamponner la deuxième déchirure et éviter de faire une indentation d'une hémirétine. Tout cela me prendra 20 minutes. Je programme le malade pour demain après-midi. Voilà comment il faut que vous puissiez parler de votre décollement de rétine. Vous avez donc votre stratégie qui est inscrite, de relâcher assez nettement la première déchirure et de faire un échange gaz liquide sous-rétinien pour tamponner à la fois la première et la deuxième déchirure. Vous allez donc utiliser plusieurs armes, la cryo, l'indentation, la ponction et l'injection de gaz. Il faut donc que vous connaissiez les rôles que vous pouvez attendre de ces différentes armes avant de savoir comment les réaliser. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre.